Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par poser une question. Est-ce que tout le monde parle français? Does everybody speak French in the audience? Ok, cool, parfait. Donc oui, je m'appelle Pierre-François Guglielmi, je suis Field CTO pour la région EMEA chez Rubrik. Et effectivement, ce matin, je voudrais vous parler, pas de la solution, pas de Rubrik en particulier, mais plutôt d'un certain nombre de best practices qui pourraient rendre à peu près n'importe quelle solution de protection de données cyber-résiliente. Alors, à quoi je fais référence d'abord quand je parle de cyber-résilience? Ça va être de faire en sorte que la solution de sauvegarde devienne le pilier pour pouvoir se relever suite à une cyberattaque. Pourquoi je parle de solution de sauvegarde pour se relever suite à une cyberattaque? Je remonte la chaîne. En fait, il y a un point que je voudrais éclairer tout de suite, c'est que, a priori, c'est pas forcément la sauvegarde à laquelle on penserait pour pouvoir se remettre d'une cyberattaque. Je dis ça parce que j'entends encore beaucoup, des DSI notamment, mais pas seulement, dire, ou des CFO aussi, des DAF parfois, des financiers, dire de toute façon, nous on a investi là, ces dernières années assez massivement dans des solutions de BCDR, donc continuité d'activité, reprise d'activité, ce genre de choses-là. On a les solutions en place, on a les process en place, donc si on se fait cyberattaquer un jour, on a ce qu'il faut, on saura se relever. C'est une supposition, à mon avis, un tout petit peu risquée, dans la mesure où on ne parle pas du tout des mêmes enjeux. Tous les scénarios de continuité ou de reprise d'activité, ils ont été faits à l'origine pour des scénarios bien identifiés qu'on traite depuis des années, qui sont des vrais scénarios de sinistre, de désastre, type une inondation, un incendie, un météorite qui se crache sur le data center, assez peu probable, mais bon, ça sert à ça aussi. Des tornades, si on parle des États-Unis par exemple, ou ce genre de pays-là. Un peu moins par chez nous quand même. Mais c'est pour ce genre de scénario-là. Une cyberattaque, ça n'a pas la même anatomie. C'est pas un désastre physique. Ça se traite pas de la même manière. En plus de ça, les solutions de continuité et de reprise d'activité, dans la très grande majorité des cas, elles font quoi? Elles se basent sur quoi? Elles se basent sur de la réplication de données. C'est-à-dire que j'ai mes sites de production, je réplique d'une manière ou d'une autre, synchrone, asynchrone, à différents niveaux, peu importe. Et j'ai finalement, on va dire, pour simplifier, une espèce de clone de mes données de production sur un site de secours, ou un data center de secours, ou peu importe. Et le jour où effectivement j'ai ce sinistre qui arrive, hop, je fais une bascule et je peux ou continuer ou reprendre mon activité. Dans un cas de cyberattaque, je parlais de l'anatomie d'une attaque. Le problème, c'est que quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, le malware par lequel on a été touché, il est dans le périmètre depuis, en général, à minima quelques semaines, souvent plusieurs mois. Donc il a déjà été répliqué de l'autre côté. Donc si je déclenche une bascule avec mon PRA par exemple, quand je vais basculer, de l'autre côté, l'environnement sera aussi compromis, aussi infecté que la source. Donc c'est pas les mêmes mécanismes. Et au final, on se rend compte que pour se relever, ce sur quoi on va se rabattre, et c'est là que je voulais en venir, c'est effectivement la solution de sauvegarde. Encore faut-il qu'elle soit utilisable. Et c'est en ça qu'il faut qu'une solution de sauvegarde soit cyber-résiliente. Faut pas qu'elle soit touchée par la cyberattaque. Parce que si elle est touchée aussi, il nous reste quoi comme choix que de payer la rançon et de prier pour qu'on ait les outils et les clés de déchiffrement pour qu'on puisse en sortir. Ce qu'on cherche à éviter, a priori. Donc il y a ce postulat de départ et on va vraiment se servir de la sauvegarde. Faut pas oublier justement par rapport à ce que je viens de dire que dans 70-75% des cas d'attaque ransomware, la sauvegarde est ciblée aussi. C'est pas que des données de production qu'on essaie de prendre en otage et qu'on essaie d'exfiltrer. On essaie aussi de compromettre les données de sauvegarde parce que forcément, si on y arrive, en tant que cybercriminel, je me mets dans la peau du cybercriminel, là, je me donne plus de chances que la victime soit plus amène d'accepter de payer la rançon. Donc il faut effectivement faire en sorte que ces plateformes de sauvegarde soient cyber-résilientes. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la question de la donnée de sauvegarde. Si on veut qu'elle soit utilisable, il ne faut pas qu'elle soit compromise. Donc il y a des moyens, il y a des mécanismes, il y a des technologies pour ça. On parle beaucoup depuis quelques temps, alors je le dis avec le sourire, vous allez comprendre pourquoi, d'immuabilité. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler d'immuabilité et que vous en entendez tous parler d'à peu près tout le monde. Tout le monde vous dit qu'ils savent faire de l'immuabilité et qu'il n'y a pas de problème et que tout va bien. Alors attention, il y a immuabilité et immuabilité d'abord. Toutes les solutions ne sont pas équivalentes, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais au-delà de tout ça, il y a un risque qui est associé à ça, à mon avis. Et je trouve que c'est en ça que c'est un danger que ce soit devenu un buzzword en disant de toute façon on a de l'immobilité donc on est tranquille. C'est pas vrai.
Immuable, ça ne veut pas dire non supprimable. Je replace tout ça dans le contexte de la sauvegarde. Dans n'importe quelle solution de sauvegarde, vous allez avoir une gestion du cycle de vie de la donnée. Donc vous allez mettre des rétentions, que ce soit sur des jobs ou des politiques, peu importe. Vous allez dire, je dois garder les données pour 1 mois, 6 mois, 3 ans, 10 ans, peu importe. Et une fois qu'on atteint cette rétention-là, la donnée qui est plus vieille que ça, elle expire, elle est supprimée. Qu'on soit sur de l'immuable ou pas. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si j'arrive à contourner un peu ça? Ou si j'arrive à changer les rétentions? Admettons, j'ai un file system ou du stockage immuable. Les backups sont dessus, on ne peut pas les toucher. Un hacker arrive sur la plateforme, parce qu'il a réussi à compromettre des comptes avec des privilèges élevés. Il arrive sur la plateforme, il ne peut pas supprimer les données, c'est immuable. Par contre, il a les permissions nécessaires pour baisser la rétention au minimum. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Les données vont être purgées. Donc il faut pouvoir se protéger contre ça. Donc oui, l'immuabilité, je ne vais pas vous dire le contraire, je suis convaincu que c'est indispensable. Donc essayez d'avoir des solutions qui vous proposent une certaine forme d'immuabilité. Idéalement, essayez de faire en sorte que cette immuabilité soit 1, native, 2, dès la première copie, 3, qu'elle ne soit pas optionnelle. Parce que si elle est optionnelle, elle est activable, donc elle est désactivable. D'accord? Mais ne vous contentez pas juste de l'immuabilité. Par rapport à ce que je viens de dire, ce qu'il faut aussi bien garder en tête, c'est que, puisque l'immuabilité toute seule ne suffit pas et qu'il faut se protéger des modifications de rétention, essayez d'avoir des solutions qui vont vous mettre des garde-fous là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont vous permettre de dire, une fois que j'ai paramétré mes rétentions, je ne vais pas donner la possibilité à n'importe qui de diminuer les rétentions. Je donnerai toujours la possibilité de les augmenter. Parce que je peux être soumis à différents types de contraintes réglementaires. Et un jour, il y a une mise à jour sur une contrainte réglementaire qui me dit, maintenant, il faut augmenter la rétention à tant de temps. Il faut que je puisse le faire quand même. Il faut que je puisse me mettre en conformité. En revanche, il ne faut pas que n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment puisse dire, moi, je baisse la rétention, je la mets à 0. Sinon, on a le problème qu'on a décrit. Donc, il faut qu'il y ait des garde-fous par rapport à tout ça. Est-ce que ça suffit? Non. Je viens de dire, pour pouvoir faire ça, il faut que j'ai accédé à la plateforme et donc que j'ai compromis des comptes à privilèges élevés. Ça peut arriver, ça. Ça veut dire aussi que ce n'est pas juste les données de sauvegarde qu'il faut sécuriser. C'est l'ensemble de la plateforme. Donc, ça veut dire, 1, l'accès aux données de sauvegarde elles-mêmes. Essayez d'éviter le plus possible les solutions qui, d'une manière ou d'une autre, vont permettre de rendre les données de sauvegarde visibles depuis l'extérieur de la plateforme, depuis le réseau, via des protocoles standards, qui vont les exposer d'une manière ou d'une autre, parce que ça, c'est une porte d'entrée. Il faut qu'elle soit étanche. Vous voulez accéder aux données de sauvegarde, il faut passer par la plateforme. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres moyens. Ça, c'est important. Mais ça veut dire aussi que les logins eux-mêmes doivent être sécurisés. Alors, le classique, on en met partout maintenant et c'est très bien, MFA, bien sûr. MFA. Idéalement, que ce soit obligatoire, que ce soit pas quelque chose, je le fais si je peux, c'est optionnel. Non. Mettez du MFA partout. Mais ça veut dire aussi que, en termes de sécurisation des logins, il faut le faire quel que soit le type de compte. Que votre plateforme de sauvegarde elle soit dans un Active Directory ou qu'elle utilise une fédération d'identité quelconque, faites en sorte que tout ça soit protégé. Sauf que si un jour il y a une cyberattaque, probablement que vous allez vouloir désolidariser la solution de toute gestion centralisée ou fédérée de gestion de l'identité, parce que potentiellement elle est peut-être compromise aussi. Donc il faut vous rabattre sur des comptes locaux. Donc il faut les avoir prévus, ça fait partie de la préparation. Ayez des comptes locaux de SPER qui vous permettent de travailler, sur lesquels vous avez aussi mis du MFA. N'oubliez pas les principes de base aussi, pour les accès, la gestion des accès. Principe du moindre privilège. Faites en sorte de donner des accès uniquement aux gens qui sont censés travailler avec la plateforme, personne d'autre. Donnez-leur uniquement les permissions et les privilèges dont ils ont besoin pour faire les tâches qu'ils ont besoin de faire, pas plus. Uniquement sur les portions d'environnement avec lesquelles ils sont censés travailler, pas plus. Super important tout ça. Ça, c'est juste des bonnes pratiques. Normalement, on devrait pouvoir le faire partout sur toute solution. Autre point, pour revenir un peu au fait que l'immuabilité, ça fait pas tout. Je vous ai parlé des espèces de garde-fous là où on va chercher à mettre des verrous de rétention pour pas qu'on puisse les diminuer n'importe quand, n'importe comment. Il y a une dernière chose auquel malheureusement très 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 peu de gens, quand je dis de gens, de fournisseurs de solutions pensent, c'est que après tout, une plateforme de sauvegarde quelle qu'elle soit, c'est une solution logicielle à la base, qui est installée quelque part sur des machines physiques, virtuelles, peu importe, on s'en fiche. Mais c'est un système informatique. Dans un SI, vous avez tout un tas de solutions et notamment de services d'infrastructure
qui dépendent de la synchronisation horaire et de la bonne synchronisation horaire pour pouvoir fonctionner correctement. C'est très vrai ça, beaucoup. La sauvegarde, c'est souvent le cas aussi. On a de la synchronisation NTP. Parce qu'il y a des timestamps sur la gestion des backups, des rétentions, etc. Ouais, mais si j'ai protégé toute ma plateforme, mais qu'en fait, je peux hacker la source de temps NTP, je vais pouvoir faire croire à la source de temps sur laquelle tout le monde se synchronise, qu'en fait, on n'est pas là en 2023, on est en 2028. La plateforme de sauvegarde, elle va synchroniser son horloge, et les backups qui sont plus vieux que 5 ans vont expirer. Alors qu'ils n'étaient pas censés expirer. Donc ça, c'est un risque aussi. Donc faites attention, essayez de trouver aussi des solutions qui ont aussi des garde-fous contre ça. C'est-à-dire qu'on ait des mécanismes qui puissent vous permettre de ne pas passer par une synchronisation NTP ou alors qui ne permettent pas des bonds dans le temps trop importants pour éviter ce genre de phénomène. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément tout de suite, mais ça existe. Le NTP poisoning, ça existe. C'est une technique d'attaque. Et du coup, tous les services qui dépensent de la synchro horaire peuvent être impactés. Malheureusement. Donc l'un dans l'autre, si on fait un tout petit résumé de ce qu'on a dit jusque-là. Immuabilité, oui, bien sûr. Je pense que c'est une bonne idée. Mais attention, immuabilité dès la première copie, nativement, et qu'elle ne soit pas optionnelle. Si c'est optionnel, il y a déjà un risque. Okay ? L'immuabilité, ça ne fait pas tout. Mettez des garde-fous sur la gestion des rétentions, que n'importe qui puisse pas les baisser n'importe quand. Faites attention à la synchronisation horaire. Mettez des garde-fous sur la synchronisation horaire. Et puis au-delà des données de sauvegarde elles-mêmes, alors dernier point sur les données de sauvegarde quand même, dans mon résumé là, faites en sorte que vos données de sauvegarde ne soient ni visibles ni accessibles en dehors de la plateforme. Faut vraiment devoir passer par la plateforme pour accéder aux données de sauvegarde et pas autrement. Sinon, il y a une porte entrouverte quelque part. Et puis, protéger l'ensemble de la plateforme. C'est pas que les données de sauvegarde. C'est pas que les fichiers de sauvegarde. C'est toute la plateforme. Les accès, utilisez le RBAC, le Role-Based Access Control. Donnez uniquement les bons privilèges aux bonnes personnes. Et qu'aux personnes qui sont censées travailler avec la plateforme. Sécurisez tous les logins, fédérés et locaux. Mettez du MFA partout. Pas que ce soit optionnel. Okay ? Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces mécanismes-ci que vous devriez normalement pouvoir mettre en place dans un certain nombre de solutions en tout cas. Alors peut-être pas tout dans toutes les solutions, mais essayez de vous rapprocher le plus possible de la combinaison de tous ces éléments-là. C'est ça qui fera que vous aurez une solution cyber résiliente qui ne sera pas victime du ransomware le jour où vous faites toucher par un ransomware au même titre que les données de production. Donc, qui fera que vous aurez quelque chose qui sera utilisable pour faire des récupérations et pour vous remettre debout. Hein, c'est vraiment, vraiment tous les éléments. Alors, n'allez pas croire non plus que c'est à la carte et que si j'en prends 2 ou 3 dans la liste, je suis à peu près bien. Non. C'est l'ensemble des maillons qui composent la chaîne. Okay. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. Si vous avez des questions, évidemment, je les écoute avec plaisir. Je ne sais pas si on a 2 minutes pour quelques questions quand même. Et le cas échéant, sachez qu'on a un petit stand là-bas. Si vous voulez venir nous voir, que vous avez des questions précises et que vous voulez parler d'un projet, on pourra en parler avec plaisir. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous écoute. N'hésitez pas, hein. Souvent la première, c'est la plus dure. On a 1-2 minutes. Si vous voulez poser votre question, allez-y, c'est le moment, la partie où vous êtes en action. À moins que tu aies été très très clair, Pierre-François, dans ta présentation. Une question ? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus en détail la protection contre les attaques NTP ? Bien sûr. Alors là, pour le coup, l'exemple que je vais citer, c'est ce que nous, on fait pour le coup dans nos solutions, chez Rubrik. Ce que l'on utilise, c'est ce qu'on appelle une horloge monotonique. C'est un concept qui vous dit quelque chose, ça ? Non ? Alors, c'est pas du tout un mécanisme Rubrik spécifique, hein, c'est quelque chose qui existe dans l'IT depuis quelque temps. C'est venu du monde Linux, ça. Et le principe de l'horloge monotonique, c'est qu'en fait, plutôt que donc, se synchroniser avec une source de temps, interne, externe, peu importe, mais de confiance, où donc on autorise l'horloge interne à donc se synchroniser, c'est-à-dire se décaler en avant ou en arrière pour être à l'heure, l'horloge monotonique, elle, va
compter le temps qui passe, plutôt que se synchroniser, elle va compter le temps qui passe à partir d'un point arbitraire dans le temps, un point de départ arbitraire dans le temps, qui ne peut pas être changé. Donc il n'y a pas de dérive possible. C'est ce qu'on utilise nous, mais c'est un mécanisme qui existe dans d'autres systèmes.